Bonjour à tous, nous voilà enfin sur cette vidéo. Quelques soucis techniques, hein, vous l'aurez compris, je refais donc tout. C'est pas très grave, mais du coup vous n'avez pas pu l'avoir dans les temps, encore toutes mes excuses. Je pensais vraiment avoir tout bien fait, hein, pour preuve quand même hein, de ma bonne foi, je vais vous montrer que j'ai déjà tout qui est rempli justement. Je vais tout refaire avec vous, puisque sinon sans son c'est quand même compliqué. Voilà, j'avais tout bien fait, mais bon, évidemment, je vais le refaire et je vais réécrire en live avec vous, sinon ça va pas être très probant tout ça. Donc on va tout bien faire comme si on était en cours. Je vais reprendre. Donc on en était justement, pardon, je fais tout défiler, ça va pas être très agréable à voir. Voilà, on en était justement donc après les fonctions bornées, etc. Donc on avait rappelé dans ce chapitre 3a qui va donc porter, vous l'avez compris, sur l'étude des fonctions, avec beaucoup de généralités qui sont revues et approfondies, mais aussi des nouveautés, notamment des nouvelles fonctions et puis quelques nouvelles notions également. Donc bon, ça on verra au fur et à mesure. Là en tout cas on venait de revoir, mais de façon plus formelle, ce qu'on appelle donc une fonction majorée, minorée, bornée. Toute cette partie normalement vous l'avez déjà remplie avec moi en classe. Et donc on en était à la proposition justement, et j'avais à peine eu le temps de vous expliquer ce qu'a raconté cette proposition. On n'avait pas eu le temps d'en faire la preuve. Et pourtant, cette preuve-là, c'est une des rares d'ailleurs qu'on fait dans ce chapitre. Il n'y en a pas énormément dans le chapitre, puisque chaque notion sera, enfin presque chaque notion, sera reprise dans un chapitre spécifique, de façon détaillée, où on prouve tout, etc. Là, il y a la plupart des choses, on les admet, hein, disons. Il y a des trucs qui ont déjà été prouvés en terminale, mais assez peu. Donc la plupart des choses, on les admet pour pouvoir justement les appliquer, c'est ça l'idée, hein, pouvoir étudier des fonctions, pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Mais certaines propositions, on peut déjà les démontrer, et en plus, propositions ou théorèmes, et en plus cette preuve-là, enfin les preuves en tout cas qu'on a choisies là dans ce chapitre, sont souvent de très bons exercices. Donc de toute façon, c'est assez intéressant, et puis bah, puisqu'on peut le faire, on le fait. Alors justement, cette proposition, elle nous disait, vu qu'on venait de parler des fonctions bornées, etc., qu'une fonction bornée, enfin une fonction est bornée, pardon, si et seulement si sa valeur absolue est majorée, ce qui est compréhensible si on réfléchit un petit moment. On va voir d'ailleurs sur les figures ce que ça peut donner en pratique, mais, euh, mais surtout qui peut être intéressant dans certains exercices ou certaines preuves où justement on a besoin de borner une fonction. Borner, donc ça veut dire qu'on a besoin de lui trouver un minorant, un majorant. Là, on pourra se contenter de trouver un majorant à sa valeur absolue, ce qui fait donc qu'une valeur à trouver au lieu de deux. Ce qui peut être intéressant à condition bien sûr que la valeur absolue soit exploitable, voilà, que ça soit faisable. Mais ça peut être intéressant. Donc bon, ce sera à retenir évidemment comme résultat. Alors, justement, si on s'attaque à la preuve, là il s'agit de démontrer une équivalence, puisque le si est seulement si, je rappelle qu'il s'agit bien d'une équivalence ici. Pour montrer une équivalence, on n'a pas 50 façons, enfin il en existe pas mal selon les circonstances, mais disons que dans la grande généralité des cas, on va appliquer soit une équivalence directe si on a de la chance, soit on va procéder par double implication. Voilà, autrement dit, si ça c'est A et ça c'est B, on va essayer de montrer que A implique B et B implique A pour avoir à la fin A équivalent à B. Donc justement, nous on va procéder de cette manière. Donc on va faire une preuve par double implication. Je reviens aux figures juste après. Déjà, je commence à rédiger ce que je viens de dire. Donc là, on est au 1, 3, si ma mémoire est bonne, mais c'est ça. Donc preuve, proposition. Bon, je la numérote pas, il me semble qu'il n'y en a qu'une dans la partie 1, 3. Euh, donc, procédons par double implication. Donc, autrement dit, on va d'abord choisir un sens. Alors, je vais choisir d'abord l'indirect qui me semble un petit peu plus simple. Enfin bon, ça se vaut, mais vous allez voir que c'est une preuve qui a quand même, qui est pas très longue, qui est pas forcément très difficile,
mais pas forcément pour autant facile à mémoriser, parce que vous allez voir que c'est pas naturel ce qu'on utilise. Donc on va commencer par le sens indirect, c'est-à-dire c'est le sens où on va supposer que la valeur absolue de f est majorée, et on veut montrer qu'alors f est borné, qu'on est dans ce sens-là. Et ensuite, on fera le contraire. On montrera la réciproque. Alors, donc, déjà, première chose, si on traduit ce qu'on suppose et ce qu'on veut montrer. Donc, on suppose que f est borné, ça veut dire qu'on suppose qu'il existe. Alors, je vais l'appeler m' et pas m, parce que m, je vais l'utiliser pour f borné, juste en dessous. Donc, ça veut dire qu'il existe m' appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à D. Alors, je rappelle que dans la définition, dans l'écriture de la proposition, pardon, l'ensemble de définitions de f, on l'a appelé D, mais vous pouvez l'appeler df si vous voulez, ça reste une notation qui est valable. Donc, il existe m' tel que quel que soit x appartenant à df. On est donc f de x en valeur absolue majorée, justement, par ce m'. Donc ça, c'est ce qu'on suppose. Maintenant, ce qu'on veut démontrer, je n'ai qu'à l'écrire en vert. Voilà. Donc ce qu'on veut démontrer, ça revient à dire qu'il existe pas seulement un majorant, mais un minorant et un majorant, tel que quel que soit x appartenant à df, toujours, on est f qui se cale entre, justement, son minorant et son majorant. Je rappelle que l'ordre des quantificateurs est extrêmement important, notamment dans ce contexte, puisque le m', pour être un majorant de la fonction, doit être à lui tout seul plus grand que toutes les images de la fonction. Donc c'est bien d'abord il existe un m', au moins un en tout cas, tel que pour toutes les images, il soit plus grand. Donc tous les x qui donnent un f de x plus petit que ce majorant. Bon, donc on sait d'où on part et où on veut arriver. Donc maintenant, si on regarde un petit peu ce qui se passe en termes de figures, donc justement la première figure que j'ai faite, donc le premier graphique que j'ai tracé, c'est pour ce cas-là. Donc on suppose que la valeur absolue de f est majorée. Donc juste pour que tout le monde comprenne bien tout ce que j'ai tracé, on a donc en trait fin ici la courbe de f et la courbe de valeur absolue de f en trait épais, violet. Alors comment on l'a construite, on l'a expliqué ça en classe déjà, mais je vais le réexpliquer. La valeur absolue de f, en gros, si les images de f sont positives, elle ne change rien, elle va prendre les mêmes. Donc c'est pour ça que pour les parties qui sont au-dessus de l'axe des abscisses, on retrouve exactement le même trait qui soit fin ou épais. En revanche, pour les images négatives, la valeur absolue va prendre la version positive, hein, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va avoir le symétrique, mais du côté positif. Donc c'est pour ça que sur les parties où f était négative, on a le trait épais qui est de l'autre côté de l'axe des abscisses. Donc, en tout cas, on s'aperçoit que si c'est le trait épais là, qui est majoré, donc bon, je le dis mal, hein, bien sûr, la fonction en valeur absolue qui est majorée, ça revient à poser un m', comme je l'ai fait là en rouge, qui soit au-dessus. Donc j'aurais pu le prendre bien plus au-dessus, j'aurais pu le prendre collé à la courbe au niveau du maximum, puisque le majorant, ça peut être un maximum. Là, j'ai pris un exemple. Et donc, si je mets moins m', on va voir pourquoi ça peut être intéressant, je me rends compte que ça pourrait représenter un minorant, justement, de f. C'est-à-dire que grand M', si c'est un majorant de la valeur absolue de f, a fortiori, ça va bien marcher pour f aussi. Et on se rend compte que son opposé, moins m', va pouvoir nous servir de minorant. Voilà. Donc, bon, ça part pas trop mal cette histoire. On sent que montrer que f borné, on devrait y arriver. Alors, allons-y. Maintenant, il faut le formaliser, tout ça, pour que ce soit une preuve inattaquable. Donc, justement, on y va. Alors, quel que soit x appartenant à D ou df, là, donc l'ensemble de définitions, on peut affirmer, on est en mesure d'affirmer, je l'écris et puis je vais l'expliquer, que f de x est inférieur ou égal à sa valeur absolue. J'espère que c'est logique pour tous. En fait, le f de x, soit il est positif, il est carrément égal à sa valeur absolue, soit il est négatif, et dans ce cas-là, il est bien inférieur à sa valeur absolue, qui elle va être positive. Donc j'ai tout à fait le droit d'affirmer ça. Et comme f est majoré par m', ben là je peux aussi dire que c'est inférieur ou égal à m'. Ce qui veut dire que
j'ai f de x inférieur ou égal à m' pour tout x. Donc je peux poser grand M, donc mon majorant de f, qui soit m'. Donc là, je peux dire, donc on peut poser que grand M égale grand M' pour majorer f. Ok. Mais de la même manière, si je prends, donc je vais mettre aussi, quel que soit x appartenant à df, si je prends moins f de x, en fait moins f de x, ben, si f de x était positif, ça devient l'opposé négatif, donc c'est bien inférieur ou égal à la valeur absolue. Et si f de x était négatif, ça devient en fait sa valeur absolue, moins f de x. Ça devient positif, donc ce sera sa valeur absolue, donc ce sera égal. J'ai mal mis ma parenthèse. Voilà. Donc cette inégalité, elle est vraie aussi. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, en fait, on peut écrire que la valeur absolue de f de x, c'est justement le maximum entre f de x et moins f de x. Ce qui est parfaitement logique, en fait, en fonction du signe qu'on a pour f de x à la base. Voilà. Donc, effectivement, quand je l'écris comme ça, je vois bien que dans ce cas, f de x est inférieur à sa valeur absolue et moins f de x aussi, puisque la valeur absolue, c'est le maximum des deux. Bon. Donc, j'ai ça, et justement, ça, c'est, encore une fois, inférieur ou égal à m'. Donc, je peux en déduire que f de x, parce que là, donc, on a moins f de x inférieur ou égal à m', donc f de x est supérieur ou égal à moins m', pour tout x, puisqu'on a bien quelque chose qui est valable pour tout x au départ. Donc, on peut poser que petit m, ça je peux l'enlever, voilà. Donc, on peut poser petit m égale moins m'. Et donc là, j'ai bien trouvé, pas si tout le monde a bien suivi, j'ai bien trouvé un petit m et un grand M qui encadrent ma fonction pour tout x. Donc là, je peux en déduire on a donc déterminé M et grand M tel que, quel que soit, enfin tel que donc, on va essayer de pas mélanger quantificateur et mot, puisque je vous dis de pas le faire, tel que pour tout x appartenant, attendez, je vais mettre comme ça, pour tout x appartenant à df, petit m inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à grand M. Voilà, autrement dit, f est borné. Donc le premier sens est fait. On a une implication. Maintenant, on va essayer la seconde. Donc on va se placer dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, on suppose que f est borné. Donc ça, c'est mon hypothèse et mon objectif. On veut montrer que, alors, valeur absolue de f est majorée. Voilà, donc pareil, si j'écris ce que ça signifie tout ça, donc comme tout à l'heure, hein, ça veut dire qu'il existe m et grand M appartenant à R carré tel que, quel que soit x appartenant à df, m inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à grand M. Et ce que je veux montrer, c'est que il existe grand M prime, par exemple, appartenant à R, tel que quel que soit x appartenant à df, valeur absolue de f de x, soit inférieur ou égal à m'. Voilà, donc là on a posé les choses. Alors si je regarde là aussi ce qui se passe en termes de graphique, donc j'ai fait grosso modo les mêmes courbes pour qu'on puisse comparer. Là je suppose que c'est f qui est borné. Donc vous voyez, j'ai pris un majorant par rapport au très fin et un minorant par rapport au très fin. Donc un petit m, un grand m. Et donc je me rends compte que pour la valeur absolue de f, là sur cet exemple, en tout cas, grand M n'est pas assez grand. En revanche, si je prends moins m, ça va fonctionner, ça va être un majorant. Alors après, vous pouvez essayer d'autres exemples, vous verrez que parfois, grand M conviendra pour les deux, selon, d'ailleurs il n'y a qu'à le voir, hein, selon où j'ai mis mon grand M au départ, parce que j'aurais pu le mettre bien plus haut pour majorer petit f.
ça majorerait aussi la valeur absolue de f. Donc en fait, on se rend compte qu'entre grand M et moins m, normalement, on va trouver un bon candidat pour majorer valeur absolue de f. Donc ça devrait fonctionner. Alors on va s'appuyer sur cette idée. Et justement, on va dire, bon ben, comme je ne sais pas trop où je mets grand M au départ, je vais prendre le maximum entre moins m et grand M. Et on va essayer de montrer que ce nombre-là, ça peut être un majorant, justement, enfin c'est un majorant, de la valeur absolue de f. Alors, on y va. Donc on pose grand M', qui est donc le maximum entre moins m et grand M. Et alors, on a... Il n'y a même pas besoin du on a. Alors, pour tout x appartenant à D, ou df, donc j'ai deux cas. Soit f de x est positif, alors je peux dire que la valeur absolue de f de x, c'est f de x. Et comme f de x est majoré par m, et bien justement, grand M, rappelez-vous, grand M', c'est le maximum entre moins m et grand M. Donc grand M' est forcément supérieur ou égal à grand M. Donc là, vous voyez que j'ai majoré ma valeur absolue de f de x par grand M'. Voilà, donc dans ce cas-là, c'est bon. Et sinon, donc si f de x est inférieur ou égal à 0, alors je peux dire que sa valeur absolue, c'est moins f de x, et moins f de x, sachant que f de x est supérieur ou égal à petit m, moins f de x, c'est inférieur ou égal à moins m. Donc là, je peux dire que c'est inférieur ou égal à moins m, qui lui-même est forcément inférieur ou égal à grand M', puisque je le rappelle, grand M', c'est le maximum entre moins m et grand M. Donc, de nouveau, dans ce cas-là, la valeur absolue de f est bien majorée par M'. Et j'ai fait tous les cas. Donc, par disjonction de cas, je peux en déduire que, quel que soit x appartenant à D, f, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à M'. Autrement dit, valeur absolue de f est majorée. Voilà. Donc ça, c'est une jolie preuve parce que ça utilise déjà quelques trucs qu'on a vus. Ça utilise les inégalités, les valeurs absolues, la disjonction de cas, la double implication, etc. Donc c'est un bon exercice que je ne peux que vous conseiller justement de refaire. Voilà, bon, cette preuve-là, intéressant. Donc ce qui nous amène... alors juste quand même une petite remarque avant d'arriver sur la suite, que j'écrirai pas, mais si vous voulez, vous pouvez la noter. Donc en pratique, pour vérifier si on a une fonction bornée, si elle admet, ou même pour montrer qu'elle admet un maximum, un minimum, toutes ces choses-là, en général, ça tourne autour de deux méthodes. Donc soit on utilise des inégalités. Donc les inégalités, alors dans les inégalités, il y a plein de choses, évidemment, tout ce qu'on a vu sur les inégalités pour arriver à trouver ce qui nous intéresse, voire même la proposition qu'on vient d'écrire, pourquoi pas. Ou bien on va aller sur le domaine de dérivabilité de la fonction, donc à condition qu'elle soit dérivable, c'est ça que je suis en train de dire. On peut calculer sa dérivée et tracer le tableau de variation pour voir justement entre quoi et quoi vont se situer les images. Et grâce à ça, on peut aussi borner une fonction, ou la majorer, ou trouver un maximum, etc. Ou montrer qu'il n'y a pas de maximum aussi, ça peut être intéressant. Donc en gros, ça tourne autour de ces deux possibilités. Bon, donc maintenant, ça nous amène à... donc le 1, 4, c'est ça. Les opérations sur les fonctions. Alors pour le coup, tout est quasiment sur le polycopier là. Donc bon, il y a toute une partie là, les premières définitions, j'insiste pas, on vous redéfinit ce qu'on appelle une fonction somme, une fonction produit, etc. J'insisterai juste sur un fait, c'est que les fonctions sont censées être définies sur un même ensemble quand je définis la fonction somme. Sinon, si on n'a pas les mêmes ensembles de définitions, on fait en fait des additions d'images de fonctions, mais pas forcément la somme des deux fonctions. Si je parle de somme de fonctions, ça veut dire que je peux définir f plus g comme une seule fonction, qui a donc un ensemble de définitions au départ. Et donc pour que ce soit cohérent, il faut qu'à la base, on ait le même ensemble pour f et pour g. À moins qu'on prenne une restriction de f ou de g ou des deux d'ailleurs,
pour qu'elles aient pour se retrouver avec un même ensemble de départ. Voilà. Bon, à part ça, rien de fou. Bon, la fonction f plus g, c'est donc la fonction qui a x associe f de x plus g de x, hein, etc., etc. Bon, un petit peu plus intéressant, mais en même temps, ça fait quand même un certain nombre de fois qu'on en parle, ne serait-ce que cette année. On vous redéfinit de nouveau donc la composée de deux fonctions, mais c'est une notion qui est tellement abstraite pour certains que c'est pas inutile, hein, cela dit, de le refaire. Donc la composée de deux fonctions, quand elle s'écrit g rond f de x, donc déjà, première chose, la notation, donc ça signifie g de f de x, qui veut dire, et c'est ce que vous faites hein, dans le cas pratique, qui veut dire qu'en fait on calcule d'abord f de x, et ensuite on l'enveloppe par g, c'est-à-dire qu'on compose par g. Donc d'abord c'est f, ce qui veut dire que je pars de x, et donc je fais f de x. D'après ce qui est écrit ici dans la définition, on appelle D1 l'ensemble de départ, et on arrive dans R. Bon. Sauf que moi, à cette image, je veux lui appliquer la fonction g. Et la fonction g, si vous regardez ce qui est écrit dans l'énoncé, justement, elle part de D2. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas forcément en mesure d'accepter toutes les images de f de x. Donc, avant de pouvoir composer, il faut s'assurer que l'ensemble des images de D1 va bien rentrer dans D2 pour que G puisse prendre la suite. Puisque G, lui, il permet de passer donc, de D2 à R en faisant... Enfin, donc ici, ce serait... Je vais l'appeler Y parce que... Donc Y qui donne G de Y. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir une concordance ici. Donc c'est pour ça que dans les conditions de la proposition, enfin de la définition même, on va mettre que... Je vais l'écrire là. Que f de D1, donc ça veut dire l'ensemble des images de tous les éléments de D1 doit être inclus dans D2. Sinon, je ne peux pas composer, puisque je ne vais pas être certaine de pouvoir appliquer G derrière. Voilà. Et donc, si on a bien une concordance, à ce moment-là, on pourra dire G de f de x. Voilà. Bon, donc ça, c'est le petit point délicat des composés. On en a déjà parlé, hein, mais bon, j'insiste quand même, ça fait pas de mal. Bon, et la proposition qui arrive derrière, intéressante, parce que ça, pour le coup, je ne pense pas que vous l'ayez déjà vu, donc ça, c'est pas mal. C'est ce qu'on appelle la décomposition d'une fonction en fonction paire et fonction impaire. C'est-à-dire, donc cette proposition, elle affirme, et on va le démontrer, elle affirme que n'importe quelle fonction, n'importe laquelle, à partir du moment où elle a un ensemble de définitions qui est centré en 0, alors, pourquoi? On l'a déjà vu en fait, hein, parce qu'on va parler de fonction paire et de fonction impaire, et pour qu'une fonction puisse être paire ou être impaire, il faut justement que son ensemble de définitions soit centré en 0, pour avoir à la fois x et moins x, qui est bien une image, parce que sinon on ne peut pas comparer f de x et f de moins x. Ça, je l'avais déjà expliqué. Donc, à partir du moment où ma fonction elle a un ensemble de définitions qui est bien centré en 0, je vais pouvoir écrire f de manière unique, comme la somme d'une fonction paire et la somme d'une fonction impaire. Donc, ça, c'est ce qu'affirme la proposition. C'est pas si simple que ça à démontrer, hein, parce qu'on ne sait même pas quelle est la tête de ces fonctions paires et impaires. Et donc, justement, comme on ne sait pas, et qu'il s'agit finalement de montrer qu'il existe une fonction paire et une fonction impaire qui fonctionnent, et même l'unicité de celle-là, ça se prête parfaitement à un raisonnement par analyse-synthèse. Voilà. Donc, on est encore dans un cas où on le sent bien, hein, que c'est pas simple parce que justement on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, on ne sait pas trop dans quelle direction aller pour démontrer cette existence. Donc ça, c'est vraiment typiquement un contexte d'analyse-synthèse. Donc justement, c'est intéressant parce que c'est le troisième qu'on va détailler ensemble, qui, j'espère, pourra allumer quelques lumières dans les esprits de chacun de vous. Voilà, j'espère. Donc je vais bien le détailler. En plus, l'avantage, c'est que celui-là est quand même assez... Enfin, vous allez voir, c'est quand même assez clair, enfin, je trouve. On voit quand même assez bien où on va. Maintenant, bon, on va détailler, on va voir. Évidemment, je suis prête à répondre à vos questions dès qu'on se voit, hein. Alors, donc on procède par analyse-synthèse. Bon, là, l'avantage, c'est que quasiment tout qui est écrit, on va juste remplir, on va se contenter de remplir. Donc, vous vous rappelez le principe de l'analyse-synthèse, j'ai deux phases. Dans l'analyse, je vais essayer donc je vais dire, ok, ce que je veux montrer comme existence, parce que généralement, c'est ça qu'on démontre avec l'analyse-synthèse. Je vais admettre l'idée que, justement, c'est vérifié. C'est-à-dire qu'il existe bien l'écriture que je veux trouver. Elle existe. Par contre,
au départ, je ne préjuge en rien à quoi elle ressemble, sur à quoi elle ressemble. Euh, Maintenant, donc vous voyez d'ailleurs c'est ce qu'on écrit, hein. On suppose qu'il existe G pair et H impair. Donc on suppose qu'elles existent. Telles que, nous on veut quoi? On veut que F se décompose comme la somme de l'une et de l'autre. Donc je suppose que ça existe. Ça, c'est comme si j'appelais cette proposition une proposition A. Et par implication, par déduction, je vais essayer de voir ce G et ce H, à quoi ils pourraient ressembler. Qui ça pourrait être. Et surtout qui ça ne pourrait pas être. C'est-à-dire que comme ça va être par déduction, je vais enlever au final plein de possibilités. Il va me rester à la fin le moins possible de choix, enfin j'espère. C'est l'idée en tout cas. Donc on va déterminer comme ça les seuls candidats potentiels pour ces fonctions G et H. Et nous, on verra carrément qu'il n'y en a qu'un candidat. Donc quand il n'y en a qu'un, ben forcément, après, il faut juste vérifier pour celui-là. Donc justement, après, il y aura la synthèse, où l'idée, c'est donc de dire, bon, bah ok, je considère ces candidats, et je vais aller dans l'autre sens. Je vais voir, est-ce qu'il vérifie la proposition que je voulais, bon, ici, c'est une égalité, avec ces conditions. Donc là, on peut dire la proposition, hein. Est-ce que ça vérifie la proposition que moi je voulais démontrer au départ? Voilà. C'est ça l'idée. Donc il y a vraiment une descente et une remontée dans le raisonnement. Et au final, on fait deux implications, donc avec la réciproque, donc l'une dans un sens et l'autre, donc c'est un peu comme une équivalence, hein, ce qu'on démontre, sauf que on ne sait pas à l'avance qu'est-ce qui est en face de l'équivalence. C'est ça la différence par rapport à une double implication. Mais sinon, le principe est le même. Voilà. Donc voilà, là j'ai mon si, hein, je suppose, f égale g plus h avec g pair et h impair. Et donc qu'est-ce que ça m'apprend? C'est là que vous avez du mal en général, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut avoir un peu d'initiative. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut se dire, bon bah ok, qu'est-ce que je peux en faire? Et ça, il n'y a pas de règle générale, ça va dépendre vraiment du contexte, de ce dont vous disposez. euh, et des caractéristiques de tout ça. Donc là, par exemple, on sait que G est pair et que H est impair. Donc on se dit, bon, bah, G pair, c'est G de x égale G de moins x pour tout x. H impair, H de moins x égale moins H de x pour tout x. Donc on se dit, là, ce qui va être intéressant très certainement, c'est d'étudier justement les images en x et les images en moins x et de les comparer. Enfin, les comparer, en tout cas les manipuler. Il faut vraiment que sur ce genre d'exemple, vous essayiez d'avoir des déclics de ce type. Donc, voilà, je ne peux pas vous donner plus de règles que ça, parce que vraiment, ça dépend après de ce qu'on vous donne. Donc, en classe, on avait vu un exemple avec des polynômes qui s'annulaient en 1 et dont la dérivée s'annule en 0. Donc, pareil, comme vous avez cette caractéristique, vous allez vers ça. Vous cherchez à évaluer en 1 et à dériver, évaluer en 0, etc., etc. Donc ici, bah, du coup, tout naturellement, on essaie de calculer f de x et f de moins x, puisqu'on sait qu'il va se passer des choses au niveau de g et h pour ces images-là. Alors, excusez-moi, je me permets juste de vérifier que tout fonctionne, parce que je vous avoue que je n'ai pas trop envie d'avoir de nouveau un souci technique. Bon, ça a l'air de marcher. Alors, donc f de x, du coup, bon, là, pour le coup, pas très compliqué, hein, c'est ce qu'on disait justement dans les opérations de fonction juste au-dessus. F, c'est la somme de g plus h, donc f de x, c'est g de x plus h de x. F de moins x, c'est g de moins x plus h de moins x. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque g étant une fonction paire, je peux dire que c'est égal à g de x. Et h étant une fonction impaire, je peux dire que c'est égal à moins h de x. Ce qui veut dire que j'obtiens donc une écriture de f de x et f de moins x assez similaire, et ça va nous servir. Parce que là, on se rend compte que finalement, si je considère mes deux égalités, donc j'en ai une ici et une ici, si je réécris f de moins x, voilà. Si je les combine entre elles, je vais pouvoir trouver une expression de g en fonction de f et une expression de h en fonction de f. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ce f, ça n'a pas été écrit clairement d'ailleurs dans notre preuve, mais en fait c'est écrit dans la proposition. Normalement, là, juste au-dessus, il aurait fallu dire soit f de d dans R, une fonction, blablabla, enfin ce qui est écrit donc au début de la proposition, donc avec d centré en 0, etc., etc. Ce qui veut dire que cette fonction, elle est fixée. Donc autrement dit, si vous étiez dans un exercice plus pratique, elle serait donnée. Vous avez une fonction au départ, vous ne partez pas de rien.
Donc ça veut dire que je peux tout à fait utiliser ce f de x pour exprimer g et exprimer h. Ça donnera une existence à g, une existence à h, puisque f, elle existe bien, on la connaît. Et justement, là, je m'aperçois que donc, si j'appelle L1 et L2 les lignes, je vais l'écrire ici. Quand je fais L1 plus L2, ça ressemble à un système qu'on a déjà vu d'ailleurs, un petit peu dans le même cas, j'obtiens donc que 2g de x égale f de x plus f de moins x. Autrement dit, j'ai g de x qui est égal à f de x plus f de moins x sur 2. Et ça, c'est une expression unique, puisque f, je vous rappelle qu'il est donné au départ, il ne vaut pas n'importe quoi, c'est une fonction donnée. Et donc g de x vaut forcément, son expression, c'est forcément f de x plus f de moins x sur 2. Donc il y a une seule expression possible. On ne sait pas encore si elle fonctionne, mais c'est la seule qui est possible, par déduction de tout ce qu'on a déjà écrit. H de x, donc même principe, mais là on va faire, je pense que vous m'avez vu venir, L1 moins L2. Donc si on fait L1 moins L2, là cette fois-ci, on obtient 2h de x, qui est égal à f de x moins f de moins x. Donc du coup, h de x qui est égal à f de x moins f de moins x sur 2. Toujours pareil. Donc on a obtenu une écriture unique possible, je dis bien possible pour l'instant, potentielle, de g de x et h de x. Donc si on arrive à montrer que ces écritures, elles fonctionnent, eh ben, déjà on aura montré que ça existe, cette décomposition f égale g plus h, et en plus on aura démontré qu'elle est unique, puisque je n'ai qu'un candidat possible. Voilà, donc justement ça nous fait attaquer la synthèse. Donc dans la synthèse, qu'est-ce qu'on va faire? Ben justement, on va repartir de ce qu'on a obtenu, puisque voilà, je vous rappelle qu'on a fait une implication en fait, hein, ça c'était A et on est arrivé à B. Et donc l'idée maintenant c'est de faire le contraire, c'est-à-dire de partir de B et de montrer qu'on peut arriver à A. La différence dans la synthèse, c'est que là, pour le coup, je connais le point de départ et le point d'arrivée. En général. Je dis en général parce on en avait discuté. Si jamais il y a quelques cas qui ne marchent pas, bon là, il n'y en a qu'un. Hein, donc s'il ne marche pas, ben, en gros, ça veut dire que la décomposition ne sera pas possible. Mais si, quand il y a plusieurs candidats, s'il y en a qui ne marchent pas, pendant la synthèse, on va aussi, du coup, les enlever, puisque on aura vérifié tous les candidats et donc on ne garde que ceux qui fonctionnent. Voilà. Mais en général, dans beaucoup de cas, les candidats qu'on aura trouvés, si on a bien fait toutes les déductions, seront bons. Donc ça revient à faire B implique A. Donc justement, B, donc on redit, on remet le contexte. Hein, soit G et H, les fonctions définies par étoile, donc justement les fonctions qu'on a trouvées juste avant. Et donc on veut vérifier A, c'est-à-dire qu'on veut vérifier que G est pair, que H est impair, et qu'on a bien cette relation F égale G plus H, puisque c'était ce qu'on voulait. Donc c'est assez facile à faire, là pour le coup, montrer que G est pair, je calcule G de moins x, il faut que ce soit G de x. Donc G de moins x, alors, pardon, ça nous fait f de moins x plus f de moins x, donc f de x sur 2, qui est exactement G de x. Donc ça va. On peut dire donc G est pair. H de moins x, donc ça fait f de moins x moins f de x sur 2. Et si vous observez bien ce qui se passe, justement, c'est moins h de x, puisque h de x c'était f de x moins f de moins x, c'était dans l'autre sens. Donc c'est bien moins h de x, donc h est impair. Et quand j'additionne les deux, puisqu'il nous reste ça à vérifier, il n'y a pas énormément de place, hein, désolé, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc f de x plus f de moins x sur 2, plus f de x moins f de moins x sur 2. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, les f de moins x, bon, en gros, ils vont se compenser. Hein. Donc, il me reste 2f de x sur 2, autrement dit, f de x. Donc, j'ai bien mes 3 points qui sont vérifiés, ce qui veut dire que non seulement j'ai bien une décomposition d'une fonction quelconque par la somme d'une fonction paire et une fonction impaire, mais en plus de façon unique. Et je suis même capable de donner cette fonction paire et cette fonction impaire, puisqu'on vient d'avoir des formules. Donc justement, dans l'exemple, donc la preuve est terminée, hein, j'espère que tout le monde a suivi, on a bien fait analyse et synthèse, donc on a bien démontré ce qu'on voulait par analyse-synthèse. Donc justement, l'exemple, c'est un exemple d'application de ce qu'on vient de voir là. Si on part de la fonction exponentielle, donc si je pars de f qui est exactement la fonction exponentielle,
on peut trouver donc sa partie paire, parce qu'on peut appeler ça la partie paire, et sa partie impaire, l'exponentielle. C'est-à-dire que je vais pouvoir écrire l'exponentielle comme g plus h, avec g paire et h impair, alors que l'exponentielle n'est ni paire ni impair, hein. Mais bon, justement, c'est ça la force de ce théorème-là, c'est que ça marche pour toutes les fonctions. Donc justement, si je le fais dans ce cas-là, eh ben, je sais que g de x, ce sera exponentielle, parce qu'on a dit f de x plus f de moins x, donc exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2, et que h de x, ce sera f de x moins f de moins x, donc exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Et quand j'additionne les deux, effectivement, on peut faire le calcul, hein, ça vous donne bien e de x. Et en plus, je vois que g est bien pair, puisque on le voit bien, quand on remplace x par moins x, ça ne change pas la fonction. Et h est bien impair, pour les mêmes raisons, mais juste avec un moins. Voilà. Donc, en effet, ça fonctionne. Et ça fonctionne tellement bien que justement, la partie paire de l'exponentielle, c'est une fonction qui est connue et qu'on étudie régulièrement, qui s'appelle, et qu'on reviendra dessus, qui s'appelle cosinus hyperbolique. Donc, cos h de x. Et là, évidemment, vous vous en doutez, on a l'autre, hein, donc sinus hyperbolique. On va les étudier justement là en fin de chapitre, donc j'insiste pas trop sur ces fonctions, on va y revenir. Mais donc en gros, cos h de x, qu'on écrit aussi d'ailleurs ch de x, c'est la partie paire de l'exponentielle. Et sh de x, c'est la partie impaire de l'exponentielle. Et on verra d'ailleurs que comme l'exponentielle, sont des fonctions qui ont des propriétés plutôt sympas, voilà, qui ne sont pas des fonctions très difficiles ni à étudier ni à manipuler. Mais bon, quand on l'écrit CH et SH, ça peut impressionner. En fait, bon, c'est des exponentielles qu'il y a derrière. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Voilà, donc du coup, on peut en déduire que exp, c'est CH plus SH. Ça reviendra ultérieurement. Donc ça, c'est un exemple. Évidemment, vous pouvez décliner cet exemple sur... plutôt cette proposition, ce théorème, sur toutes les fonctions que vous voulez. Après, c'est plus ou moins intéressant. Voilà, selon la fonction. Bon, et bien justement, ça nous amène donc à la partie d'après, la monotonie. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais traiter encore cette partie, et pour après, parce qu'il y aura encore une suite, je ferai une autre vidéo. Ça permettra d'avoir des vidéos un peu moins longues, un peu moins lourdes aussi après à charger. Donc voilà, là je fais le 1.5 et je ferai aussi le 1.6 parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Et après, je vous inviterai donc à changer de vidéo. Alors, donc, dans le 1.5, là aussi, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà faites. Donc, tout le début, là, j'insiste pas. On va réécrire les définitions, bien sûr, mais j'insiste pas. Donc, mathématiquement, formellement plutôt, comment on écrit qu'une fonction est croissante? Eh bien, bon, ça, on l'a vu, mais je vais quand même bien l'écrire. Donc, une fonction est croissante à condition que les images soient rangées dans le même ordre que les antécédents. Donc, autrement dit, si je prends A plus petit que B, je dois avoir f de A plus petit que f de B. Alors après, il faut faire attention au plus petit, comment on l'écrit. Est-ce qu'on l'écrit inférieur, strict, inférieur ou égal? Là, il y a des petites différences selon qu'on parle de croissant ou strictement croissant. Mais sinon, dans les grandes lignes, c'est ça qui se passe. Alors, donc ça revient à dire A inférieur ou égal à B implique f de A inférieur ou égal à f de B. Et donc vous constatez que là j'ai bien mis le ou égal, parce que croissant, ça n'implique pas forcément strictement croissant. Les fonctions constantes font partie des fonctions croissantes, par exemple, ou bien constantes que sur certains morceaux. Donc on n'exclut pas le fait que les images soient égales, même si A et B ne le sont pas. Ensuite, donc strictement croissante, en revanche, là on ne doit pas avoir d'image égale, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de plateau, il ne doit pas y avoir de moment où la fonction devient constante. Donc, cette fois-ci, clairement, on va avoir f de A strictement inférieur à f de B. Et du coup, si je veux pouvoir distinguer les deux cas, je ne peux pas prendre A inférieur ou égal à B, parce que forcément, si A égale B, alors f de A égale f de B. Sauf que du coup, ça masque la stricte croissance. Donc, je pars bien de A strictement inférieur à B. Et donc, si A est différent de B, en gros, je dois avoir le f de A qui soit différent de f de B, et donc rangé dans le même ordre. F décroissante, c'est exactement la même chose, donc je passe un peu plus vite, mais
avec un ordre qui s'inverse en passant des antécédents aux images, puisque justement, quand elle est décroissante, on va avoir les images les plus grandes en premier. N'importe quoi, excusez-moi, ça s'inverse sur les images, mais pas sur les antécédents. Voilà, je la refais. Donc oui, je disais, les images les plus grandes donc, sont celles qui sont les plus à gauche. Hein, donc c'est pour ça qu'on va avoir dans cet ordre-là. Monotone. Alors normalement vous connaissez, mais j'en ai encore quelques-uns qui me demandent. Donc on dit qu'une fonction monotone, justement, quand elle a une seule variation, mono, une seule, donc elle est soit croissante, soit décroissante sur tout l'intervalle. Et strictement monotone, bon, ça s'adapte, hein, donc si elle est strictement croissante ou strictement décroissante sur tout l'intervalle aussi. Bon, le petit exemple, c'est simplement pour éclaircir certains points, pour être sûr en tout cas que ce soit bien clair pour tous. Donc si je prends justement la fonction inverse qui est définie sur R étoile, il faut faire attention parce que quand on la trace, ou même quand on fait son tableau de variation, on va avoir donc décroissant et décroissant. Donc on est tenté de dire qu'elle est décroissante sur R étoile. Sauf que si on suit la définition, si je prends donc l'image de moins 2 qui est moins 1,5 et l'image de 1 par exemple qui est 1, comme moins 2 est inférieur à 1, je devrais avoir, puisqu'elle est censée être strictement croissante, ma fonction, je devrais avoir, donc l'inverse, hein, donc 1 sur moins 2, inférieur à 1 sur supérieur à 1 sur 1, puisqu'elle est censée être décroissante. Et ce n'est pas le cas, puisque moins 1,5 est négatif et 1 est positif. Donc il faut faire attention, parce que donc là on a un intervalle de définition qui est discontinu. Donc dans ce cas-là, il faut faire attention quand on parle de croissance ou de décroissance. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pourrait pas être croissante, elle pourrait, hein, ou décroissante, je veux dire. Elle pourrait, mais il faut vraiment comparer. Du coup, donc notre A et notre B doivent bien doivent bien donner des images, je vais y arriver, rangées dans l'ordre décroissant sur la totalité de l'intervalle, de l'ensemble concerné. Donc ici, ça ne fonctionne pas, clairement. Donc je ne peux pas dire qu'elle est décroissante sur R étoile. Je peux dire qu'elle est décroissante sur R plus étoile, je peux dire qu'elle est décroissante sur R moins étoile, mais je ne peux pas dire qu'elle est décroissante sur R étoile. Et d'ailleurs, on l'aperçoit quand même dans le tableau de variation quand on le trace, puisque on a des limites qui ne sont pas du tout cohérentes avec une croissance sur tout l'ensemble. Donc, ça, clairement, ça va poser problème. Donc, je vais l'écrire tout ça. Il y en a peut-être qui se demandent dans quel cas ça pourrait être croissant alors que l'intervalle est discontinu. Eh bien, si par exemple vous prenez, j'en sais rien moi, une fonction qui est comme ça et qui après repart ici, donc on a une espèce de fonction par morceau, on peut quand même dire qu'elle est croissante, même si... Ah oui, pardon, mon intervalle... remarquez, je peux très bien le prendre discontinu, donc j'enlève le point qui est ici. Admettons qu'on soit en moins 1. Donc cette fonction, elle serait définie sur R privé de moins 1. Mais je peux dire là, cette fois, qu'elle est croissante sur R privé de moins 1. Puisque là, quel que soit le A et le B que je prenne dans R privé de moins 1, je vais bien avoir les images rangées dans le même ordre. Donc, ce que je veux dire, c'est que on n'exclut pas tous les cas non plus du moment où l'ensemble est discontinu. Simplement, c'est à voir au cas par cas. Il faut se méfier parce que quand l'ensemble est discontinu, on ne peut pas faire de généralité sur la monotonie ou non d'ailleurs de la fonction. Voilà, donc là qu'est-ce qu'on écrit pour l'exemple? Justement, donc f qui est ici la fonction inverse, hein. F n'est pas décroissante sur R étoile. C'est justement ça, c'est faux. Sur R étoile. Mais elle est strictement décroissante sur R plus étoile et R moins étoile. Alors, je vais vous les écrire comme les écrivent maintenant les bouquins. Donc R plus étoile, R moins étoile. Donc séparément quoi. J'insiste. Voilà, bon. Donc ça, c'était un petit exemple pour insister sur les travers, je dirais, les petits pièges qui peuvent se cacher vers des choses que pourtant vous connaissez bien.
Alors, les propositions qui arrivent, vous voyez qu'il y a des preuves là, hein, qui sont fluotées. Donc effectivement, on va démontrer une partie, alors pas tout non plus, surtout parce qu'il y a pas mal de redites en fait. On va voir que, bon, il y en a qui n'ont pas besoin de démontrer puisque ça va se faire de la même manière. Donc, nous, alors on va démontrer, je vais vous le fluoter, on va démontrer ça, voilà. C'est-à-dire que si f et g sont croissantes, alors f et g est croissante. Par contre, pardon, en fait, pas tout. Et bon, ça revient au même, hein, on aurait pu faire aussi la fin, mais c'est exactement la même chose. Voilà. Donc on va juste faire cette partie-là, nous on va démontrer ça. Bon, après, si f et g sont décroissantes, f et g est décroissante, ce sont des choses que vous avez déjà utilisées, hein, simplement, je ne suis pas certaine que vous ayez fait les démonstrations. Donc là, on va le démontrer. Si f et g sont croissantes, et alors attention, parce que quand il s'agit du produit, il va falloir faire attention aussi aux signes des fonctions. Donc là, dans ce cas, on va prendre f et g croissante et f et g positive. Alors fg est croissante. Si f et g sont décroissantes et positives aussi, alors fg est décroissante. Voilà, bon, les deux dernières, je ne les démontrerai pas, mais ça peut se faire, hein, simplement que ça prend pas mal de temps de faire les preuves, vous allez voir le principe, mais je vous invite bien entendu à essayer, puis ce sont des preuves au pire, même que vous trouvez facilement, hein, dans la littérature des maths, mais vous pouvez aussi venir me montrer, me demander si vous voulez essayer tout seul, il n'y a pas de souci. Donc nous, on démontrera la première, et après, tant que j'y suis, là, dans les propositions, on démontrera aussi, alors d'abord, on va le remplir. Donc dans la proposition 2 qui concerne les composés, cette fois, donc vous retrouvez la condition que f de D1 soit inclus dans D2. Si f et g sont monotones, alors g rond f l'est également. Il y a un mot en trop. Hein. Si f et g sont strictement monotones, alors g rond f l'est également. Bon, ça aussi, en fait, ça peut se démontrer assez facilement, un peu comme on va le faire dans la dernière partie. Donc nous, justement, on démontrera que le troisième point. On ne peut pas tout démontrer. Mais en gros, vous pouvez retenir que ça marche entre guillemets comme la règle des signes. Hein. C'est-à-dire que si j'ai les deux qui ont la même monotonie, alors... ah oui, non, pardon. Donc justement, mais je ne l'ai pas encore dit ça, excusez-moi. Non, non, pardon. Les deux premiers points, ils disent juste si f et g sont monotones, alors g rond f l'est également. Voilà. Et le troisième point va préciser ça. Donc si f et g ont même monotonie, justement, c'était là mon histoire de règle des signes, comme quand deux nombres ont le même signe, quand je les multiplie, je récupère donc un nombre positif. Là, quand f et g sont de même monotonie, si je les compose, je vais avoir quelque chose de croissant. Et si elles ne sont pas de même monotonie, je vais avoir g rond f décroissante. Voilà. Donc en réalité, si on démontre le 3, oui, c'est ça. Si on démontre, je suis en train de réfléchir, c'est ça. Si on démontre le 3, en fait, on n'a même pas besoin de démontrer le 1 et le 2. Puisque si elles sont monotones, soit elles sont de même monotonie, soit elles ne le sont pas. Et là, on voit dans le point 3 que si elles ont la même monotonie, alors elles sont, g rond f est croissante, donc elle est bien monotone, et sinon elle est décroissante, donc elle est bien monotone. Donc en fait, le point 1 est démontré aussi. C'est pour le point 2 où il faudrait peut-être juste des petites précisions pour avoir le strictement. Mais grosso modo, du coup, on aura quasiment tout démontré. Donc déjà, on va peut-être le remplir parce que je le dis, mais je ne l'écris pas. Donc si f et g sont de même monotonie, donc autrement dit toutes les deux croissantes ou toutes les deux décroissantes, alors, etc. Voilà, donc ça je vais le fluoter aussi puisqu'on va le démontrer. Ok, et donc dans une vidéo suivante, on démontrera aussi le théorème qui est en bas, qui est un peu plus costaud pour le coup. Donc déjà ces deux propositions, je vais le faire là à côté. Donc preuve, je vais peut-être mettre, quoique là c'est pris. Ouais, je vais faire comme ça. Donc preuve, proposition, alors je vais l'appeler proposition 1, et là sachant qu'on est dans le 1,5. Donc celle-là ce serait 1, et celle-là ce serait 2. Donc proposition 1, et on va démontrer, comme je disais, que le premier point, et là on démontrera le troisième. Donc proposition 1, 1. Voilà. Bon, c'est pas très difficile hein, comme démonstration pour le coup. Donc là, c'est une implication, donc on va faire une implication directe. Ainsi alors,
Donc si f et g sont croissantes, on va démontrer que f plus g est croissante. Voilà, il n'y a rien de très compliqué, je pense, à comprendre en termes de concept. Donc on considère f et g deux fonctions définies et croissantes sur D. D ou df, mais bon, dans l'énoncé du théorème, on a mis D. Bon, je vais mettre D. Sur D, voilà. Montrons que f plus g est croissante. Sur D, bien sûr. Donc, si f et g sont croissantes, ça veut dire, donc, quel que soit... Ah, pardon. J'ai changé de... Bon, c'est pas grave. Quel que soit AB appartenant à D carré, donc je prends deux éléments dans l'ensemble de départ. Si j'ai A inférieur ou égal à B, alors j'ai f de A inférieur ou égal à f de B. C'est ce que dit le fait que f soit croissante. J'ai la même chose pour G de A inférieur ou égal à G de B. Donc ça veut dire que si A est inférieur ou égal à B, je peux dire à la fois les deux, donc l'inégalité sur F et l'inégalité sur G. Donc ces implications sont vraies, puisque j'ai supposé que F et G sont croissantes. Du coup, en fait, nous on veut des résultats sur F plus G. Donc on va additionner, puisqu'on sait que des inégalités, du moment où elles sont dans le même ordre, on peut les additionner membre à membre. Donc en additionnant membre à membre, justement, on récupère que A inférieur à B implique f de A plus G de A inférieur ou égal à f de B plus G de B, qui peut s'écrire également, moi je vais mettre plutôt un donc A inférieur ou égal à B implique que f plus G de A inférieur ou égal à f plus G de B. Donc là, vous voyez, quand je mets des implications, je mets des propositions au sein des phrases. Donc si je fais ça, normalement, je devrais écrire à la fin « est vrai », c'est-à-dire l'implication est vraie. Et pareil au-dessus. Ouais. Bon, comme on le disait, on ne l'écrit pas à chaque fois, mais c'est sous-entendu. Si on était vraiment rigoureux, on l'écrirait. Donc, du coup, j'ai fini. Puisque ça revient justement à conclure que f plus g est croissante sur D, cette histoire. C'est exactement la définition de f plus g croissante. Voilà, donc on peut conclure que f plus g est croissante sur D. Donc c'est QFD. Ok, donc ça nous amène à la proposition 2. On va essayer d'en démontrer donc le point 3. Alors je vais le faire plutôt à côté. Donc preuve proposition 2, mais le troisième item. Donc dans cette proposition, rappelez-vous, on voulait démontrer que si f et g sont de même monotonie, alors G rond f est croissante. Et accessoirement que sinon G rond f est décroissante. Bon, ce sera la même chose, donc je ne vais pas forcément faire tous les cas. D'ailleurs, dans la proposition 1, c'est pareil, on est d'accord que celle que je vous ai faite peut servir de modèle, ce que je disais tout à l'heure, pour démontrer les autres points pour ceux qui le souhaitent. Alors bon, pour le produit, il faudra faire attention justement dans les inégalités, mais on avait vu dans quelles conditions on peut multiplier membre à membre des inégalités. Donc je vous laisse réfléchir. Alors, donc dans cette proposition, on va donc supposer que f et g sont de même monotonie, par exemple, qu'elles sont toutes les deux croissantes. Et on verra après le cas où elles sont toutes les deux décroissantes. Alors, donc soit f de D1 dans R et G de D2 dans R. Donc de même, donc toujours avec f de D1 inclus dans D2, qui sont de même monotonie.
respectivement, donc F sur D1 et G sur D2. On peut supposer, dans un premier temps, c'est une espèce de disjonction de K, hein, donc K1, F et G sont croissantes. Parce qu'il faut bien qu'on sache de quelle monotonie on parle pour arriver à manipuler. Donc on peut supposer dans un premier temps, donc premier cas, que F et G sont croissantes. Alors, donc, si F et G sont croissantes, chacune sur leur ensemble de définitions, ce que je vais faire, c'est que, comme on doit démontrer que pour tout A inférieur ou égal à B, G rond F de A est inférieur ou égal à G rond F de B, puisqu'on veut montrer que G rond F est croissante, je vais prendre justement un AB appartenant à D1 carré, tel que A inférieur ou égal à B. Comme F est croissante, je peux en déduire que F de A est inférieur ou égal à F de B. Moi, je veux G rond F de A et G rond F de B. Donc, je vais voir si je peux composer ce que j'ai là par G. Et ça, on a le droit de le faire dans les inégalités, à condition d'être dans les bons ensembles, à condition d'avoir une fonction soit croissante, soit décroissante, mais faire attention au sens de l'inégalité, etc., etc. Et là, justement, or, je peux dire que F de A appartient à D2 et que F de B appartient à D2. Pourquoi je peux affirmer ça? Car on a supposé que F de D1 est inclus dans D2. Donc toutes les images de ce qui est dans D1 sont dans D2. Donc comme c'est bien dans D2, je peux appliquer G. Et en plus, G est croissante. Donc comme G est croissante sur D2, on déduit que G de F de A est inférieur ou égal à G de F de B. Je ne change pas le sens parce qu'elle est croissante et je peux calculer les images grâce au fait que F de D1 soit dans D2. Et ça, justement, je peux l'écrire G rond F de A, et ça, je peux l'écrire G rond F de B. Donc, j'ai bien démontré que G rond F est décroissante. Et croissante, pardon. Et croissante sur D1. Puisque je vous rappelle que ce qu'on vient de faire, c'était valable pour tout A et B dans D1, avec A inférieur ou égal à B. Donc là, c'est dans le cas où F et G sont croissantes. Donc, ce n'était pas si difficile, en fait. Bon, le cas où F et G sont décroissantes est exactement la même chose. Alors, on procède de la même manière lorsque F et G sont décroissantes. Puisque dans ce cas-là, alors si je schématise, je vais avoir A inférieur ou égal à B qui implique F de A supérieur ou égal à F de B cette fois, puisque F est décroissante, qui implique lui-même, comme G est décroissante à son tour et qu'on a les bons ensembles, etc., etc., là je n'ai pas refait toute la rédaction, on devrait, que G de F de A est inférieur ou égal à G de F de B. Donc autrement dit, G rond F est encore croissante. Voilà, donc attention, je n'ai pas rédigé tout là. Donc après, si on voulait démontrer que dans le cas où G et F n'ont pas la même monotonie, G rond F est décroissante, sincèrement, il suffit de faire pareil. C'est-à-dire que vous dites, bon ok, je suppose que c'est F qui est décroissante et G qui est croissante. On refait exactement la même chose que là, sauf qu'il va y avoir une inversion dans le sens de l'inégalité. On conclut que G rond F est décroissante, et puis après, on n'a qu'à dire, si c'est le contraire, en fait, il va avoir un rôle symétrique, mais bon, on peut le rédiger. Si c'est F qui est croissante et G décroissante, alors ça fait telle et telle condition, enfin telle et telle conséquence. Et donc on arrive quand même à la fin, pareil, à G rond F décroissante. Donc bon, ça je laisse à votre convenance, j'allais dire, mais plutôt en exercice. N'hésitez pas à continuer l'épreuve. Quand ça a l'air similaire comme ça, vous êtes capable, normalement, en vous appuyant sur ce qu'on a déjà fait. Et c'est un bon exercice, l'air de rien. Même si ça vous semble être une redite. Voilà, donc bon, pour la 1.5, je n'ai rien de plus à ajouter. Essayez de vous souvenir donc de toutes ces conditions là pour la monotonie. La plupart vous les aviez déjà vues, on a juste un petit peu approfondi et un peu démontré également.
Le 1,6, je vais en dire quelques mots là sur cette vidéo-là, mais j'ai pas grand-chose à dire. Donc la continuité, ça aussi, c'est quelque chose qui a déjà été vu normalement en lycée. En première, on vous définit ça, je sais plus si c'est en première ou en terminale, enfin bon, au début en tout cas, on vous définit ça très basiquement, mais c'est intéressant de le voir comme ça aussi. C'est donc on vous dit que en gros une fonction continue, c'est une fonction dont la courbe, enfin, la représentation graphique peut se tracer en une fois sans lever le crayon. Donc schématiquement, c'est intéressant. Mathématiquement, malheureusement, ça ne vaut pas grand-chose, puisque ça nous permet de visualiser, certes, mais ça ne nous permet pas de démontrer cette histoire-là, puisqu'on n'est même pas capable de tracer jusqu'à l'infini. Donc comment démontrer qu'une fonction est continue jusqu'à l'infini, quand même, voilà, en faisant ça. Donc forcément, on a une écriture mathématique de la continuité, euh, qui sera la seule hein, à utiliser pour démontrer des choses. Donc par exemple, bien justement, donc si je prends une fonction qui est continue, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que si je me place par exemple, voilà, admettons que je me place là, et que là j'ai, j'en sais rien, moins 1 et j'ai une image qui vaut 2. Hein. Quand je m'approche de moins 1 et que je regarde ce qui se passe sur la courbe en termes d'image, ben, quand x se rapproche de moins 1, le f de x, lui, va se rapprocher de 2. Et pareil de l'autre côté. Et effectivement, comme c'est continu, c'est inévitable. Comme j'ai pas de coupure, j'ai pas d'image qui n'existe pas, inévitablement, quand x va se rapprocher de moins 1, f de x va se rapprocher de f de moins 1, c'est-à-dire de 2. Et donc, quand ça c'est vérifié pour tous les points, on peut parler de continuité pour la fonction sur tout l'intervalle. Déjà en moins 1, mais aussi si ça marche partout ailleurs, on peut parler de continuité sur tout l'intervalle. Donc, dans quel cas on ne va pas avoir cette continuité? Bah, justement, bon, après, il y a des cas assez grossiers, hein, comme celui-là. Voilà. Donc là, clairement, bon, bah, je considère donc si je me place en. Donc, admettons que ce soit pareil, moins 1 et 2. Voilà. Donc l'image de moins 1 ici, ce serait 2, parce que je l'ai défini comme ça, puisque après je repars d'en bas, mais le point est exclu. Donc si je me rapproche de moins 1 par les valeurs inférieures, c'est-à-dire par la gauche, effectivement je vais me rapprocher de f de moins 1, donc à gauche on pourrait dire que f est continu. En revanche par la droite, quand j'arrive ici vers moins 1, les images elles sont là, bah, clairement on va pas du tout s'approcher de 2, on va s'approcher d'un truc négatif, là je sais pas combien il vaut, peut-être moins 1, j'en sais rien, mais on va pas s'approcher de 2. Donc clairement on n'a pas de continuité sur la partie droite. Et d'ailleurs, on pourra parler de. Bon, ça, on le refera hein, quand on fera la continuité en détail. On parler de continuité à gauche et à droite. Et on peut dire qu'elle n'est continue, la fonction, que si elle est bien continue des deux côtés. C'est-à-dire qu'elle est parfaitement continue. Voilà. Donc là, cette fonction-là ne serait pas continue. Après, vous avez aussi bon, les fonctions où carrément l'image n'existe pas. Alors, évidemment, si l'image n'existe pas, donc ici, admettons que je suis en moins 1, j'ai une asymptote verticale. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus joli. Voilà. Une asymptote verticale en moins 1, donc qui normalement fait apparaître, enfin caractérise une valeur interdite. Donc là, j'ai carrément pas d'image. Hein. Donc bon, forcément, je ne peux pas me rapprocher de f de moins 1, puisque f de moins 1 n'existe pas. Donc là, j'ai carrément une limite qui va partir à l'infini, enfin en tout cas qui ne va pas exister. Voilà, c'est les principaux cas de discontinuité. Euh, voilà. Donc je pense que, bon, après, il y a des cas peut-être plus bizarres, mais si déjà tout le monde a bien compris ça. Et donc mathématiquement, bah, ça revient à dire que f est continu en A si la limite quand x tend vers A de x, justement, elle existe déjà d'une part, et elle vaut exactement l'image de f en A, donc f de A. Voilà, donc ça, à apprendre par cœur, hein, c'est important cette définition. C'est une définition qui va revenir très souvent dans beaucoup de contextes différents. Donc à apprendre sérieusement si ce n'est pas déjà le cas, si ce n'est pas déjà appris. Voilà, donc j'arrête cette vidéo là, mais je vous retrouve dans la prochaine. Et au moins, bah, ça permet de ne pas faire un gros bloc. Bon, en tout cas, merci pour votre écoute, en espérant que c'était suffisamment clair. Et à tout de suite pour la suite.